Je crois que cette troisième saison sera celle qui a le plus divisé les spectateurs par les choix à la fois stratégiques et scénaristiques des showrunners que sont John Nolan et Lisa Joy. Certains y voient de la faiblesse, d'autres ont une vision demi-teinte et les derniers restent satisfaits de ce virage qui renouvelle totalement l'univers de la série. L'anticipation cède sa place à la SF pure, avec une part de moins en moins importante laissée au mystère et aux énigmes. On va laisser sur le bas-côté ceux qui critiquent pour donner l'illusion aux autres d'une valeur hypothétique et je vais essayer de vous proposer un bilan en me penchant sur des éléments objectifs. On va un peu parler des détails importants de cet épisode et des scènes post-crédit. Je vais terminer par toutes les questions qui restent sans réponse. Passez donc quelques minutes avec moi, c'est parti, générique. What's about to happen was always going to happen. La saison 2 de Westworld, diffusée en avril 2018 sur HBO, avait largement partagé les fans après que la série ait reçu un accueil plus que positif par le public mondial. Lors de la diffusion de la première saison, la moyenne d'audience des épisodes tournait aux alentours des 3 millions hebdomadaires. La seconde saison a profondément marqué le pas avec une perte de 20% d'audience et une chute à 2,5 millions de spectateurs hebdomadaires. La saison 3 marque encore le pas avec une diminution de près de 50% supplémentaire, mais avec une stabilisation globale sur les quelques semaines de diffusion. Les spectateurs ont donc quitté la série à la fin de la saison 2, mais le noyau dur s'est maintenu sur les 8 épisodes qui se sont achevés dimanche dernier. Reste à savoir si la courbe poursuivra cette baisse inquiétante d'une saison sur l'autre, et donc si la quatrième saison sera celle du Chant du Cygne, malgré les rumeurs de 6 saisons potentielles. Des choix avaient donc été faits cette année pour limiter les pertes et même éventuellement rattraper les fuyards qui étaient partis en courant après s'être perdus dans les couloirs du temps proposés autour de Bernard il y a 2 ans sur cette plage. Le choix était donc d'ajouter au mystère et à la philosophie quelques touches de simplicité et surtout une bonne cuillère à soupe d'action et d'explosion. Un des choix les plus risqués était principalement la sortie du parc et donc l'abandon de la racine même de l'œuvre originale de Michael Crichton. Ce type de choix avait provoqué ma fuite en avant au moment de la diffusion de la saison 3 de Prison Break il y a quelques années parce que c'était comme enlever la noisette d'un M&M's, ça voulait plus rien dire, même si la forme était encore bonne. Pour Westworld, c'est pas vraiment comparable parce que la série a construit une telle base complexe que même si ça se passait au parc Astérix, Joy et Nolan réussiraient encore à imaginer des twists bien tordus et nous mettre des frissons en nous proposant des scènes fortes. Je sais que ça fait un peu fanboy de parler comme ça, mais j'ai pas été choqué par la sortie du parc à la fin de la saison 2 et l'évolution qui nous a été proposée cette année, justement parce que je vois ce choix comme une simple évolution, une sorte de transition vers un nouveau projet, un nouveau parc à grande échelle et même pourquoi pas une validation d'une de mes théories, à savoir que l'existence même ne serait finalement qu'une simple simulation générée par une intelligence informatique supérieure et que Caleb ne serait qu'une énième itération du Néo annoncé par les oracles comme Morpheus en avait eu la vision dans la saga des frères Wachowski. Caleb serait donc le personnage interprété par Keanu Reeves et Dolores serait donc un mix entre Morpheus et Trinity, une sorte de guide pour un élu avec de grands pouvoirs mais logiquement de gigantesques responsabilités, à savoir sauver ou détruire l'humanité tout entière. Vous l'aurez compris, j'ai pas mal d'espoir pour la prochaine saison, au moins, et j'espère que toutes les pistes ouvertes vont nous conduire vers de nouveaux arcs ouvrant sur un terrain de jeu mondial et plus local. Bon, par contre, je vous le dis, je suis un grand optimiste et mes espoirs sont assez souvent réduits à néant par des projets pas à la hauteur des promesses ou des pétards mouillés qui finissent au fond du caniveau. J'attendais la saison 8 de Game of Thrones comme un gosse, et comme pas mal de monde d'ailleurs, j'ai été fan de Firefly de Joss Whedon, de Leftovers ou de Dollhouse avec Elisa Dushku et de Forever avec Johan Gruffel. Bref, vous voyez à peu près mon niveau en probabilité de succès de série. J'étais même impatient de découvrir les 2 derniers épisodes de la saison 5 du Bureau des légendes, mais là on est encore à un autre niveau de déception, on est presque arrivé au stade de la trahison. Mais c'est un autre sujet que j'aborderai cette semaine dans ma vidéo bilan de la 5e saison d'Éric Rochant. Donc après cette longue digression, je reviens finalement à ce qui a fait que cette saison était quand même loin d'être parfaite. Et selon moi, il y a 2 axes qui font vriller l'ensemble, à savoir l'absence quasi totale du personnage de Bernard dans la trame de cette saison. On nous survend son rôle en évoquant sa part essentielle dans le projet de Dolores,
le rôle clé qu'il jouera dans cette nouvelle société destinée à faire coexister en paix hommes et androïdes, mais jamais il aura réalisé quelque chose d'important. Il aura été au croisement de tous les chemins, il sera passé par tous les lieux importants, mais à chaque fois c'était soit un peu trop tôt, soit un peu trop tard, ou avec une dose de mystère tellement importante que finalement on comprend même pas ce qu'il cherchait à faire. C'est lui qui clôt la saison en se réveillant de nombreux mois après les événements, mais là encore, il aura été absent de la bataille et sera finalement que le Bran de Westworld. Après, vous me direz, il a donc sa place pour finir roi de la série. C'est quand même pas mal. De l'autre côté, Maeve est presque dans toutes les intrigues. Elle est la main armée du camp de l'intelligence artificielle et est en fait au final juste en opposition avec le plan jamais dévoilé de Dolores qu'elle ne connaît que très peu finalement. Ses choix sont assez étranges et même parfois étonnants. Elle se laisse séduire par la personnification de cette société qui l'a asservie pendant des dizaines d'années. A priori, ce qui justifierait ce choix selon elle serait la promesse de Serac de lui fournir un accès au sublime et donc à sa fille. Rappelons-nous tout de même que la jeune enfant n'a aucun souvenir de Maeve en tant que mère et a été intégrée dans une nouvelle boucle qui lui a fait d'ailleurs oublier sa vie d'avant. Elle a donc à présent une nouvelle maman et est heureuse avec elle. Comment la Maeve qui a décidé de laisser cette gamine partir dans l'au-delà pourrait être tentée par la proposition de Serac? J'avoue que c'est peut-être la plus grosse incohérence de cette troisième saison. What's about to happen was always going to happen. Il y a donc du bon et du mauvais dans cette saison et les choses ne sont donc pas forcément totalement blanches ou noires. La saison prochaine sera le moment de trancher si les promesses sont tenues et si les pistes ouvertes valaient finalement la peine de s'être attiré les foudres d'une partie des critiques et du public. Revenons quand même sur quelques détails et je voulais revenir sur le sujet du pion passé que j'avais abordé la semaine dernière. Les faits ont donc confirmé ce qui avait été avancé et Caleb était donc bien le pion passé de Dolores, sa pièce maîtresse laissée cachée dans un recoin de l'échiquier, loin des regards et de l'attention de son adversaire. Une pièce ultra puissante mais encore un peu faiblarde. Un pion n'avance que d'une case et ne peut éliminer que très peu de pièces. Caleb était donc ce pion, il était dans le mensonge, enfermé dans une vie fabriquée pour le garder inoffensif. On a pu voir ces cercueils de verre où étaient gardés en cryothérapie ceux qui avaient été considérés comme déviants par Salomon. Ce poste d'employé du bâtiment qui épissait ses soirées avec l'application Rico était une prison de verre pour Caleb qui vivait dans l'inconscience de l'absurdité de sa vie. Dans l'inconscience du calvaire qu'il était en train de vivre, il était Tantale, comme je l'avais expliqué, jusqu'à ce que l'absurdité de sa vie ne lui soit révélée par Dolores. Il est donc devenu l'homme révolté de Camus, un être qui devient une conscience, qui s'éveille, tout comme Dolores ou Maeve avaient pu connaître l'éveil dans le parc en prenant conscience de leur statut d'esclave et de chair fraîche pour des touristes capables de toutes les horreurs les plus sadiques. En devenant cet homme, il a donc pu révéler sa vraie conscience et redevenir un homme capable de prendre les décisions, doté du libre arbitre que Bernard ou Ford aimaient mettre en avant ou que William essayait désespérément de garder. Dolores avait clairement vu ça en lui dans le Parc 5, à l'époque où lui seul avait réussi à dissuader toute une escouade de céder à leurs plus bas instincts et violer ses androïdes juste parce que ça n'impliquait aucune conséquence. Le moment où il prend conscience le fait devenir la reine, comme le pion qui atteint la 8e ligne et qui peut être amélioré. On voit bien sûr la révélation de Charlotte en fin d'épisode, on voit la révélation sur Serac sur laquelle je vais revenir dans quelques instants d'ailleurs, mais je crois que cette révélation qui se déroule dans le temps est peut-être la plus belle parce que la stratégie employée par Dolores est littéralement belle et poétique alors que tout le monde voyait en elle chaos et destruction. Dolores était un chef d'orchestre de talent durant les 8 épisodes de cette 3e saison. Peut-être un peu trop muette sur des détails qui auraient mérité d'être expliqués au moins à certains personnages comme Maeve ou Bernard et qui, je pense, les auraient littéralement fait basculer de son côté, mais Dolores était impitoyable. Sans aucune notion d'empathie pour les autres versions d'elle-même qui n'étaient très certainement que des copies pour elle, et donc pas des proches qu'elle aurait souhaité protéger comme c'était le cas pour Caleb, ils auront donc tous été sacrifiés sur l'autel de la confiance en un seul être humain et d'un seul acte passé de cet être, tout chevaleresque qui soit. Connells explose pour pas grand chose parce qu'il n'atteint même pas Serac dans son sacrifice. Musashi est taillé en morceaux par Clémentine et Anario qui repartent avec sa tête. J'aimerais bien savoir pourquoi d'ailleurs, c'est pas juste un trophée qu'elle emporte, elle part avec sa mémoire et elle a au minimum reçu des ordres de la ramener ou alors elle a quelque chose derrière la tête. Et finalement, Charlotte, jusque-là surnommée Chalorès,
bascule dans une vindicte assez impressionnante contre son leader. Il y a du Palpatine dans cette nouvelle version de Charlotte, il y a quelque chose de profondément prédateur dans son comportement. Elle n'est pas juste maléfique, même si dans ses yeux il y a presque des armes de destruction massive, tellement on ressent la haine et le sadisme, elle est motivée par un dessein qui n'annonce rien de bon, que ce soit pour l'humanité ou juste pour le plan de Dolores et de Caleb. On le voit dans la scène post-générique, Charlotte obtient l'accès au liquide blanc que s'était procuré Dolores pour construire des corps d'hôtes et est donc à présent capable de lever une armée complète d'androïdes à l'image de William version homme en noir, comme on peut le voir avant qu'il élimine salement celui qui espérait la rédemption par un dernier acte de bravoure. Mais que veut-elle faire de cette armée d'hôtes? Qu'est-ce qu'elle a en tête pour les différentes consciences qu'elle a pu récupérer, comme celle de Connells, ou même peut-être celle de Musashi, devant qui elle devait pousser Dolores à s'excuser d'après ce qu'elle avait dit dans l'épisode, après que Clémentine et Anario aient quitté le restaurant avec leurs trophées. Est-ce qu'elle veut prendre le contrôle de la société, l'infiltrer et la coloniser, ou tout simplement effacer la population humaine de la surface? Le conflit qui va très probablement éclater en saison 4 s'annonce donc gigantesque en tout cas, à moins qu'on ne débute dans un lointain futur post-apocalyptique où les autres ont pris le pouvoir et quelques humains résistent avec Caleb pour reprendre le contrôle. Jonathan Nolan et Lisa Joy ont accordé une série d'interviews après la diffusion du dernier épisode de cette 3e saison, et il en ressort quelques détails assez importants. L'axe principal des questions qui leur étaient posées était le sort de Dolores et aussi la direction qu'allait prendre la série à l'avenir, après cette fin apocalyptique au sens premier du terme. Concernant Dolores, Jonathan Nolan a déclaré qu'elle était effectivement bien morte et que le fait que ses données mémoire aient été effacées implique que le personnage tel quel n'existera plus dans la série. Par contre, une autre question lui a été posée, à savoir si Evan Rachel Wood avait tourné cette année son dernier épisode dans la saga Westworld. Il n'a ni confirmé ni infirmé la situation et a juste déclaré qu'il espérait la revoir encore à l'écran dans sa série. Aucune révélation ne sera faite sur la direction que prendra Westworld, mais il a quand même laissé fuiter que la saison 4 pourrait prendre un autre virage complètement différent. Une mort peut donc être temporaire et le corps d'un personnage peut très bien revenir sous différentes formes, comme ça pourrait être le cas avec Dolores. On peut donc en conclure que la saison 4 sera une nouvelle fois totalement différente et le fait d'utiliser des androïdes permet au showrunner de prendre des libertés avec le rôle qu'interprètent les acteurs. On l'a vu pour plusieurs personnages, et les deux plus marquants à ce sujet sont Charlotte et William, qui font littéralement des montagnes russes en termes de jeu d'acteur, en passant de rôles sadiques à de sages soldats du bien en à peine un épisode. Je repense d'ailleurs sur ce sujet aux plaintes qu'avait exprimé Ed Harris, l'acteur qui interprète William, au sujet de son rôle d'homme bon dans cette saison et la frustration que ça impliquait pour lui. Je pense qu'il a été rassuré en voyant ressortir des placards l'homme en noir des débuts de la série. En tout cas, chaque saison a un titre général, et la première saison était le Labyrinthe, la seconde était la Porte, cette 3e saison porte le titre de Nouveau Monde. Nous sommes donc sortis du parc, qui était le labyrinthe de l'esprit, où chaque personnage devait trouver son chemin avant de passer la porte vers l'extérieur, et donc choisir son orientation, le plan qui lui était destiné. Cette 3e saison ouvre donc les portes du Nouveau Monde, une sorte de colonisation des terres sauvages par les hôtes, mais aussi la destruction de ce monde pour en reconstruire un nouveau. La définition exacte du terme apocalypse. J'en avais parlé dans mes vidéos précédentes au sujet des différents tags qui apparaissaient sur les murs de Los Angeles. Je m'étais posé la question à l'époque de savoir si Arnold, avant de mourir, n'avait pas mis en place une sorte de culte destiné à poursuivre sa philosophie de la recherche de l'éveil par le retour sur soi-même. Le labyrinthe dans le parc était au départ destiné à amuser le fils d'Arnold sur un de ses jouets et avait été utilisé par l'Indien Akacheta pour atteindre l'ascension en le dessinant un peu partout et tout le temps comme une obsession. Un peu à l'image du voyage de William, ce labyrinthe avait finalement été mis en place par Arnold comme un voyage vers le centre de la conscience des autres et leur permettre de se construire un esprit propre et indépendant de la boucle dans laquelle ils étaient intégrés. Pourquoi pas un culte lancé il y a de nombreuses années qui avait peu à peu grandi dans l'inconscient collectif et qui était devenu un symbole de la lutte contre la société. En fait, mon idée était à la fois fausse et aussi partiellement bonne. En fait, c'est Dolores qui tirait les ficelles depuis le tout départ, depuis qu'elle avait quitté le parc. Elle avait placé des signes distinctifs un peu partout dans la ville, et le premier détail était ce labyrinthe, de manière à imprimer la trace de son passage dans le monde des humains et montrer aux hommes qu'il était possible de découvrir que Rehoboam contrôlait l'ensemble de la société. Elle avait également piraté l'application Rico, et c'est d'ailleurs par ce biais
qu'elle avait réussi à se retrouver sur le chemin de Caleb dans ce tunnel en simulant une profonde blessure, alors qu'elle aurait parfaitement pu continuer son chemin en bon robot quasi indestructible. Elle avait donc préparé le soulèvement général en cachette au départ, et ces détails étaient aussi quelques petits easter eggs pour les spectateurs et pour les fans qui cherchaient le moindre petit détail croustillant. En fait, dans l'interview accordée par Nolan, le showrunner explique également qu'il avait construit cette saison en parallèle aux différents soulèvements populaires qui avaient récemment pu avoir lieu. Et c'est principalement celui de Hong Kong qui avait attiré son attention, avec l'idée qu'il était totalement possible que ce soulèvement ait pu être mis en place par un seul homme en coulisses dans son propre intérêt. Le labyrinthe ou le triangle, symbole de Salomon, étaient donc des représentations graphiques d'un cri de ralliement pour la liberté dans le monde réel. Vous le savez, j'aime bien chaque semaine vous présenter et vous expliquer une référence placée dans l'épisode que j'analyse. Cette semaine, il n'y a pas grand chose, je vous l'avoue, parce que tout était principalement centré sur l'action, les révélations, les retournements de certains personnages. Dans le dialogue entre Dolores et Maeve à la fin de l'épisode, ce dialogue qui bouleverse Maeve et qui la fait basculer dans le camp de Dolores, on retrouve une série d'images idylliques, un monde paisible, beau et à la limite du paradisiaque dans la vision de Dolores. Une image en particulier a été mise en avant par les showrunners et cette image s'arrête sur Dolores, la femme de ferme qui est dans un champ vide. On y retrouve une référence à une peinture d'Andrew Wyatt qui s'intitule Le monde de Christina. Elle représente une femme rampant dans un champ en direction d'une maison grise au sommet d'une colline. Et la femme qu'on retrouve dans ce tableau a vraiment existé, il s'agit de Christina Olson. Rien à voir avec la famille Olson de la petite maison dans la prairie. Mais cette Christina était en fait atteinte de polio et était paralysée des jambes avec au fond la maison familiale. On croit voir au départ une jeune femme qui rêve dans un champ un petit moment de bonheur simple, mais les choses sont toujours un peu plus complexes et plus sombres. Cette peinture est considérée comme une des plus célèbres de l'histoire de la peinture américaine. Dans Westworld, cette peinture a servi de modèle pour la construction de la vision idéalisée qu'avait Dolores de son passé dans cette petite maison avec son père. Le but était de mettre en avant l'innocence de cet endroit, une innocence apparente, comme dans le tableau, parce que dans les coulisses, les choses étaient forcément toujours plus sombres et plus violentes. What's about to happen was always going to happen. Passons maintenant à une partie un peu plus brève, mais qui sera importante dans l'attente de la 4e saison. Il reste à la fin de ces 8 épisodes une série de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Ces questions sont lancées par les showrunners et sont parfois un peu mieux dissimulées les unes que les autres. La première question que je me suis posée la semaine dernière, c'est celle du code d'identification de William dans l'établissement de traitement psychiatrique. Le numéro d'identification de patient de William est exactement le même que celui utilisé pour identifier Caleb. Et en détaillant ce qui est affiché sur la tablette un peu plus tard, on remarque un autre numéro d'identification pour Caleb et qui ne correspond pas du tout à cet identifiant qui se termine par 12B. Aucune réponse ou explication n'a été apportée sur ce détail. Est-ce que William et Caleb sont liés d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ce détail est une simple erreur de la production? Ou alors est-ce que mon interprétation est valable, à savoir que Dolores avait modifié le code de William et l'avait fait passer pour mort dans le but de dissimuler son pion aux yeux de tous ses ennemis et de Rehoboam? Je ne sais pas si ce détail sera important pour l'avenir et si on découvrira d'une manière ou d'une autre s'il existe un lien entre William et Caleb. La deuxième question qui se pose logiquement est de savoir qui était vraiment ce William qu'on avait découvert dans la scène post-crédit de la saison 2. Cette scène se déroulait selon la production dans le futur et William semblait être un hôte à avoir la discussion de confiance qu'il avait avec sa fille. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur le futur, on peut clairement se demander qui est réellement ce William hôte habillé en noir. La première chose, c'est qu'on peut être certain que c'est pas le William qui s'était révolté dans cette saison contre les autres parce qu'il était devenu l'homme en blanc qui cherchait la rédemption et qui avait en tête de sauver l'humanité en revenant sur les erreurs qui avaient été commises en créant les androïdes et en y plaçant une intelligence artificielle. Sachant que le nouveau William de la scène post-générique, qui fait partie des rangs de l'armée à venir de Charlotte, est bien habillé en noir, on peut logiquement imaginer qu'il s'agit de lui, ou au moins une version équivalente, qu'on retrouverait plusieurs années après une campagne destructrice de la Charlotte diabolique. Donc comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, si je devais faire des plans sur une comète qui n'est même pas prévue avant au moins 2 bonnes années, je verrais bien un autre bond dans le temps, une ellipse qui occulterait totalement un conflit entre les hommes et les machines à la manière de Terminator, et on atterrirait dans un autre futur post-apocalyptique où la race humaine aurait été partiellement détruite et quelques poches de résistance résisteraient un peu partout avec un potentiel retour dans le parc
pour trouver un dispositif contenant les données nécessaires à rétablir la balance. Vous voyez l'astuce sans doute, les hommes dominés et asservis par les machines rechercheraient la clé dissimulée par Dolores qui serait potentiellement capable de renvoyer les consciences de leurs tortionnaires vers un au-delà sans retour. La résistance serait bien évidemment menée par un couple formé par Caleb et Maeve, histoire de boucler la boucle. La dernière question que je me pose, une question dont la réponse n'est importante que si Serac a encore un rôle à jouer dans le futur de Westworld, donc cette question est de savoir quel autre taupe Serac avait dans la société de Delos. Quand Serac et Charlotte ont une discussion au début de la saison, on découvre que l'homme d'affaires avait initié un transfert de données en provenance de Delos il y a 2 décennies. Or, un homme était présent dans les coulisses depuis environ 20 ans et il s'agit de Connells, qui était à la tête de l'équipe de protection de Dempsey Jr. au sein de la société Insight. Et comme on sait qu'il existait un fort lien entre Insight et Delos, on peut logiquement imaginer que Connells ait pu avoir été placé là pour siphonner une partie des données du parc. D'ailleurs, lorsque Serac s'adresse à lui dans l'épisode 5, il utilise son prénom, ce qui signifie qu'il le connaît assez bien. Est-ce que la conscience de Maeve provient de lui? Quelles autres consciences ont pu être récupérées? C'est fini pour cette semaine et pour cette année en ce qui concerne Westworld. Si vous avez aimé cette vidéo ou les vidéos qui l'ont précédée, lâchez-moi un petit pouce en l'air, ça aide au référencement. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez être averti des vidéos à venir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Vous avez un truc à me dire, ça se passe juste ici dans les commentaires, sur Twitter ou sur Instagram, je réponds à tous vos messages. On se retrouve chaque semaine et pour la suite, je pense qu'on arrive à un moment où un petit bilan serait le bienvenu pour vous présenter les séries qui m'ont marqué depuis ce début d'année. En plus de ça, vous n'avez pas eu de top depuis quelques temps, donc je pense que c'est le moment. Vous êtes sur BeChill, c'était Aurélien, rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien.